On sait que les taux d'intérêt et l'inflation font que les prix de l'immobilier vont baisser. On a déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet, on était plutôt avant-gardiste. Vous êtes au bon endroit si vous voulez avoir des informations sur l'immobilier et l'investissement de manière générale. Ok, les prix vont baisser, mais ça ne veut rien dire. On va essayer de se concentrer sur combien et quelle peut être la chute des prix de l'immobilier, par exemple, sur le marché français. Alors dans cette vidéo, on va regarder évidemment les facteurs qui font que les prix peuvent baisser, mais aussi, je vous rassure, les prix peuvent monter sur le long terme. Et on va essayer de faire une espèce d'analyse prévisionnelle du marché de l'immobilier et de l'investissement en France. Le premier critère qu'il faut regarder, c'est le prix de l'immobilier comparé aux revenus des ménages. Alors c'est le prix sur les revenus de tout individu qui souhaite acquérir de l'immobilier au final, et c'est un bon indicateur qui permet de savoir si on est en tendance plutôt décotée ou plutôt surcotée. Quand on regarde à peu près tous les pays développés et ce critère en particulier, on remarque qu'à la fois la France et l'Europe de manière générale, mais surtout l'Europe la plus développée, les pays fondateurs de l'Europe, les US et aussi le UK, l'Angleterre, sont des marchés qui sont très élevés, dont les courbes sont exponentielles, et donc ils sont amenés, ces courbes-là, à revenir à leur moyenne de long terme. C'est ce qu'on appelle le retour à la moyenne. Alors comment se fait ce retour à la moyenne? Est-ce que c'est plutôt violent? Est-ce que c'est plutôt sur le long terme? On va voir ça ensemble. Avec les indicateurs qu'on a, on remarque que toutes les grandes villes, de manière générale, les métropoles, ont pris beaucoup de valeur en très peu de temps, suite au Covid notamment, mais aussi suite à la crise financière de 2008, puis la fin de la crise financière qui s'est terminée par une crise de l'euro, donc de la monnaie, en 2012. Puis 2012, en fait, les prix ont été exponentiellement tirés vers le haut. Et ça, c'est une tendance qui constitue un cycle de 12 ans, de 10-12 ans en général. Et à la fin du cycle, eh ben, on assiste souvent à ce que je vous parlais juste avant, au retour à la moyenne. De manière générale, du coup, depuis 1990-2000, on peut aussi dire, avec les indicateurs et les chiffres qu'on a, que les marchés immobiliers des pays développés ont grandi, ont évolué de 5% par an lors de la première décennie 1990-2000, de 6% ensuite en 2000-2010, de quelques 4 à 5% entre 2010 et 2020, et on a eu une explosion post-Covid, et c'est pour ça qu'on en parle tous, de 15%, y compris sur les villes de taille moyenne, d'évolution des prix de l'immobilier. Donc tout ça cumulé fait qu'en fait on a l'impression que l'immobilier c'est un marché qui monte tout le temps et sur lequel on ne peut pas se tromper. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y en a qui font pas mal de business là-dessus, mais c'est pas vrai. Il y a des retours à la moyenne, des corrections, et l'idée c'est d'essayer d'en profiter, de se placer, de protéger son patrimoine pour pouvoir justement se positionner lorsqu'il y a des occasions qui se présentent, mais surtout ne pas être pris à la gorge lorsque on subit des grosses corrections et qu'on a l'impression que tout son patrimoine s'effondre et fond comme neige au soleil. Donc ça, c'est pour ça que la chaîne existe. Et d'ailleurs, à ce compte-là, vous êtes plus de 80% à ne pas être abonné encore à la chaîne. Donc si vous trouvez que le travail qui est effectué est efficace et utile, s'il vous plaît, pensez à nous, et c'est gratuit, et nous, on grandit grâce à vous aussi. Donc c'est intéressant dans ce sens-là. Donc merci à ceux qui le font, et on va passer au critère suivant. Le critère suivant, bien évidemment, c'est l'inflation. Donc je vous rabâche avec ça tout le temps, mais l'inflation, ce n'est pas forcément l'augmentation des prix à la consommation, c'est augmenter le volume et la valeur de quelque chose. Donc ça peut être le prix des actifs, ça peut être les prix à la consommation effectivement, ça peut être la masse monétaire de manière générale, ou la production de quelque chose, etc. Mais bon, l'inflation dans l'esprit des gens, c'est l'augmentation générale des prix. Donc pendant longtemps, on nous disait que l'inflation était autour des 2%, ce qui était aussi discutable, mais maintenant on ne peut plus faire face au fait que l'inflation est quasiment à double chiffre en fait, plus de 10%, entre 8 et 12, ça dépend si on prend les chiffres officiels ou si on calcule nous-mêmes. Et voilà, donc ça fait que forcément l'épargne disponible, le revenu des ménages est grignoté, et donc du coup un marché de l'immobilier qui est impacté par ce fait-là. Et cela, bien sûr, s'accompagne par une réaction
de ceux qui dirigent l'économie, donc qui veulent un peu avoir la mainmise là-dessus, qui décident d'augmenter les taux d'intérêt pour justement calmer un peu la demande et voir les prix arrêter de s'envoler. Et ça n'a pas pour l'instant beaucoup d'effet sur l'immobilier, même si on voit que le volume des transactions a beaucoup baissé, mais l'immobilier réagit de manière décalée en fait. Un indicateur qui a un temps de retard par rapport aux données réelles, par exemple le marché des actions qui réagit très très vite par rapport aux nouvelles, et l'immobilier c'est pas pareil parce que une transaction se fait en plusieurs mois, donc forcément, et pas à la milliseconde, comme on peut voir sur le marché des actions et des produits financiers. Donc forcément ça nous donne un peu plus de temps pour réagir, un peu plus de temps pour se préparer, et un peu plus de temps pour déclencher aussi des achats si on a gardé une bonne partie en cash, qu'on a un bon cash flow ou des bons revenus, et qu'on a conservé un bon dossier, même si le gel des dossiers aujourd'hui est un fait, eh bien, ça va revenir un jour forcément à un équilibre un peu différent, avec des calculs de rentabilité qui seront un peu plus différents, un peu plus modérés, mais ça va revenir et ce sera l'occasion d'avoir été préparé en amont avec du contenu comme nous on fait sur Analysimo ou sur d'autres chaînes qui sont très bien, que je peux vous recommander, et même en suivant des bouquins de gens qui ont déjà réussi dans le secteur. Ça peut être utile aussi. Alors en Europe, plus spécifiquement, et en France, on est encore relativement épargné puisque la Banque Centrale Européenne n'a augmenté ses taux que très légèrement au regard de la tendance de long terme sur 20, 30, 50 ans. Donc on est toujours dans la tranche basse, alors que quand on regarde les US et quand on voit qu'ils arrivent sur les 4% de taux d'intérêt directeur, et donc du coup les banques commerciales se calquent sur ce taux-là, donc font plus pour avoir une marge, etc. Nous on est toujours autour des 1,2, donc là on est encore tranquille, et ça fait encore plus peur, parce que plus on retarde le moment où on va se prendre le mur, plus on se dit que c'est pas pour tout de suite, et il vaut mieux le prendre tôt et puis ensuite se relever que de retarder l'échéance. Mais bon, on est encore épargné. Pour combien de temps, c'est aussi la question qu'il faut se poser. Après, il faut relativiser, hein. On est passé de 0 pointé, voire taux négatif pour certains pays, à 1%. Donc en soi, c'est une grosse augmentation qui fait une grosse différence sur des mensualités. Et surtout, je vous l'ai dit, les banques commerciales ne se calquent pas sur ce taux-là exactement, mais sur un peu plus. Donc forcément, on va avoir des disparités entre l'offre et la demande. L'offre qui s'attend toujours au même niveau de prix qu'il y a 6 mois, 1 an, et qui ne comprend pas pourquoi il n'y a pas les acheteurs qui se bousculent à la porte, tout simplement parce que un achat, c'est une condition de financement, et s'il n'y a pas de condition de financement, il n'y a pas d'achat. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour ceux qui se demandent encore, le marché de l'immobilier, c'est 85% des transactions qui sont financées. Donc c'est les banquiers qui font immobilier. Voilà, en ce moment, on a ce facteur-là qui est prépondérant. D'ailleurs, petit exemple du coup pour illustrer, lorsqu'on a un taux d'intérêt à la banque aux alentours de 2% et qu'on peut se permettre d'acheter quelque chose à 200 000 euros, eh bien en fait, est-ce que vous savez de combien sera impactée la valeur, le pouvoir d'achat si jamais ces taux-là passaient à 5%, ce qui est la moyenne en fait globale depuis des décennies, mais pour nous ça nous semble tellement lunaire qu'on ne s'imagine pas. Est-ce que vous savez ça? Eh bien, je vais vous le dire, en fait, la valeur sera impactée de près de 30% en termes de pouvoir d'achat. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu d'acheter à 200 000 euros, on va pouvoir acheter à 140 000 euros, ce qui est totalement différent. Et du coup, ça vous donne une idée de grandeur de chute de l'immobilier. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais déjà fait des vidéos en essayant de prévenir il y a 6 mois sur le potentiel macroéconomique. En analysant la macroéconomie, on peut souvent déterminer la microéconomie, donc le marché de l'immobilier et autres, hein, les actions si vous voulez, si vous préférez. Mais en tout cas, ici, on est sur l'immobilier. Et donc voilà, on peut regarder certains indicateurs et prévoir entre guillemets le futur, mais uniquement en tendance et en chiffres potentiels. On n'est pas de 20 à la virgule près du taux, que ce soit sur les taux d'intérêt ou des prix sur une certaine ville ou une certaine région ou un loyer par exemple, des choses comme ça, parce qu'il y a beaucoup de facteurs externes qui déterminent le prix de quelque chose. Donc si on extrapole par rapport au prix rapporté aux revenus des ménages,
avec une augmentation qui est assez reconnue sur les revenus, mais qui peut être freinée avec la crise, encore une fois, de 1,2% par an. Est-ce que l'immobilier reste un bon placement alors que justement on va potentiellement avoir des baisses ou une stagnation de manière générale? Eh bien, si on compare cet indicateur, on va se retrouver en fait avec du moins 0,8%, c'est la moyenne sur 40 ans. Donc la différence entre 1,2 et 0,8, ça fait 0,4% par an, ce qui ne fait pas beaucoup d'augmentation. Donc pour ceux qui visent des plus-values, des choses comme ça en moyenne, hein, évidemment l'immobilier c'est des marchés locaux, etc. Ceux qui n'ont pas trop monté peut-être vont avoir de l'attrait, ceux qui ont déjà été exubérants vont peut-être revenir un peu plus bas. Et ça c'est le cas du scénario optimiste, mais le scénario pessimiste peut très bien nous faire avoir des baisses entre 4 et 5% par an, hein. Alors ça peut durer que 2 ans, donc ça va faire du moins 10, moins 8, moins 10%, mais mais à ce moment-là, comme vous, votre revenu, donc avec cet indicateur-là, va augmenter que de 1,2% par an, le delta va être hyper grand. Donc est-ce que ça vaut le coup d'acheter une résidence principale ou est-ce qu'il vaut mieux acheter peut-être un investissement quitte à le surpayer mais pour avoir une rente à côté? Bon, moi, vous avez compris mon point de vue et vous savez où je me situe, mais en tout cas, vous, pour votre situation personnelle et votre stratégie, c'est important de se poser la question. Après maintenant, là où ça fait un peu plus peur, c'est si le creux dure un peu plus longtemps, donc imaginons 5, 6, 7 ans, un peu si on le calque un peu sur une autre donnée, un autre indicateur qui est plutôt la démographie, avec la génération d'après Seconde Guerre mondiale qui va commencer malheureusement à disparaître, eh bien il va y avoir un creux de demande qui peut être lui plus long qu'en fait juste une simple correction pardon, sur un marché financier ou sur un marché immobilier donné. Et là ça peut durer 5-7 ans, et si vous faites 5 ou 7 fois 4-5% par an, bah, vous obtenez plus du moins 20, moins 30% sur le moyen terme. Attention, sur le long terme, il faut avoir faut prendre ce que je dis avec des pincettes, bien sûr, parce qu'on investit toujours sur 20-25 ans quand on parle d'immobilier. Ben, ça peut faire peur à certaines personnes. Moi, j'ai en tout cas pas peur, mais du coup, je tiens à vous dire que ce que je dis là, les projections que je donne, du moins 8, moins 10%, en fait, ça peut être que un minima, ça dépend de la durée, bien évidemment, de la crise sur laquelle on va. Le dernier indicateur qui nous indique donc le fait qu'on a potentiellement une crise qui arrive, c'est qu'en fait, moi je regarde beaucoup les États-Unis, comme vous le savez, les États-Unis sont souvent précurseurs de ce qui arrive en Europe, et là-bas, donc, les taux d'intérêt, cette fois-ci des obligations d'État, donc le coupon que vous avez lorsque vous prêtez à l'État en tant qu'investisseur, que ce soit vous ou que vous soyez une institution, ou une banque, en fait, quand vous achetez des obligations, vous avez un coupon qui est plus élevé lorsque vous achetez des obligations à court terme que des obligations à long terme. Donc ça veut dire que l'économie se porte pas très bien, c'est ce qu'on appelle l'inversion de la courbe des taux. Et quand la courbe des taux s'inverse, ça veut dire que les gens ont tendance à se dire je vais profiter d'un revenu à court terme parce que j'ai très très peur de ce qui peut arriver dans les 5, 10, 20 ans. Et en général, quand quelqu'un vient vous demander de l'argent et qui vous dit je peux vous rembourser dans 3 mois ou je peux vous rembourser dans 10 ans, bah vous allez juger le risque comme étant plus élevé si dans 10 ans vous êtes potentiellement hors contact avec cette personne, etc. Donc vous allez avoir un taux d'intérêt, donc le rapport, le retour sur investissement de l'argent que vous lui prêtez, qui va être plus élevé que si vous lui prêtez à 3 mois, vous savez où il habite, vous savez ses habitudes, et vous pouvez aller réclamer l'argent quand vous voulez, donc vous allez avoir un taux d'intérêt moins élevé. Ben là, c'est l'inverse, donc ça veut dire que l'économie ne se porte pas très bien, et souvent c'est ce qui est indicateur de crise. Alors on ne parle pas de l'inversion de la courbe des taux sur des échéances, par exemple entre le 2 ans américain et le 10 ans américain, on parle vraiment de choses ultra révélatrices qui arrivent très peu souvent. Par exemple, les obligations très court terme à 3 mois sont presque plus élevées que les obligations très long terme à 30 ans aux États-Unis. Donc elles ont à peu près le même taux d'intérêt, entre 3,75 et 4 avec la récente hausse des taux américaines. Et on a bien peur qu'en Europe, on subisse les mêmes conséquences et le même sort du coup. Surtout que le climat, lorsque les taux d'intérêt augmentent, que la crise et les entreprises ne font pas les mêmes bénéfices, donc on est en période de stagflation, donc on a une économie qui ralentit, on a une inflation et on a même une déflation sur certains actifs, sujet que l'on traitera dans une prochaine vidéo d'ailleurs si ça vous intéresse. Activez la cloche bien sûr en bas ou laissez un commentaire si vous avez un avis sur cette question, mais on a vraiment
de quoi s'inquiéter et c'est ce qui fait un peu peur et c'est ce qui retarde certains projets d'investissement, qui retarde certains projets de consommation aussi, parce qu'on ne parle pas que d'investissement, la vie c'est aussi dépenser pour se faire plaisir, et ben tout ça crée une contraction et même si les données économiques devenaient un peu meilleures, la contraction et la confiance des ménages, la confiance des entreprises et des investisseurs peuvent rester longtemps au plus bas en attendant qu'il y ait des vrais indicateurs de reprise. C'est un peu, on reste dans les starting blocks tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui a commencé le sprint et après on voit si on court plus vite que lui. Donc ça, c'est un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que tous les indicateurs que je vous ai donnés là sont des bons indicateurs pour prévoir l'augmentation ou la baisse des prix? De combien vous voyez la baisse? Est-ce que vous continuez vos achats ou est-ce que justement vous profitez de cette période de calme pour calmer un peu? Et je ne parle pas que d'immobilier, je parle aussi du marché action, je ne sais pas moi, des crypto-monnaies, toutes les passions que vous pouvez avoir à côté qui, entre guillemets, sont des investissements. Dites-le moi forcément en commentaire. Je vous laisse pas seul, je vous laisse avec une autre vidéo que je mets tout de suite en haut qui vous est utile bien sûr en fonction de votre projet, votre stratégie d'investisseur. Je vous dis à bientôt, c'était Analyse Immo, ciao.